Fait que, Curieux Rivard, épisode sur le thème du syndicalisme. Je reçois Dave Pareil, Benoît Lafortune. Vous travaillez au SEPB. Québec, yes, tu l'as eu. Syndicat des employés professionnels et de bureau. T'as déjà un rire d'en face, ça part mal. Ben, c'est parce qu'il est fier de moi que je l'ai eu, parce que SEPB Québec, parfait, mais j'aurais pas pu dire ce que t'as dit après. Écoute, je suis bien honnête, SEPB, il faut que Dave le dise les lettres, parce que moi, je m'en rappelle pas, là. Très honnêtement. C'est un syndicat. Ouais. C'est un syndicat. Parfait. Affilié à la FTQ. Ouais. OK. Les affiliations, je vais vous poser des questions. Comment ça marche, je sais pas. Regarde, super simplement, là, ça part, mettons, on va faire l'organigramme rapide de la FTQ. Le SEPB est affilié à la FTQ. Proche de ton micro. Il y a la FTQ, le SEPB est affilié à la FTQ, puis il y a quel autre groupe, Dave, tu connais plus que moi? Il y a SCFP, il y a Unifor, t'en as un paquet. Il y en a plusieurs, puis ensemble, ça forme la FTQ. C'est des membres affiliés, puis le SEPB, on forme la FTQ ensemble, mais tout ça part de militants. Ça veut dire que moi, je suis un syndiqué du SEPB Québec, le local 578. Okay. Qui est en fait un local qui est dans le domaine de l'éducation pour la commission scolaire. C'est le syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire Marie-Victorin. Okay. Moi, je suis un élu syndical de ce comité-là, du SEPB, mais du local 578. Okay. Mais tous ensemble, là, c'est 600 000 travailleurs à la FTQ. C'est beaucoup de monde. Tu sais, fait mettons que, je te fais une parenthèse, mettons qu'il y a un groupe en grève, ben, il y a le support de 600 000 travailleurs en arrière de lui, parce que tous les autres cotisent à une banque pour un fonds de grève. Fait que quelqu'un qui tombe en grève, il n'est pas sans salaire, il y a une rémunération qui vient de son syndicat et de la FTQ. OK. Fait que c'est la force du groupe. Là. Ben, c'est ça qui m'intéressait quand m'avait approché, quand Benoît m'a approché pour parler de syndicalisme, c'est que c'est un sujet que moi, je connais pas vraiment. Ça touche dans ma tête, ça touche à tout ce qui est politique, puis c'est des choses avec lesquelles je suis rarement confortable ou ça m'intéresse carrément juste pas, parce que je trouve ça compliqué, puis que j'ai plein d'idées préconçues d'un syndicat, ça fait ça, puis ça fait ça. Mais en parlant avec vous autres, j'ai fait OK, c'est vraiment plus que ce que je pense, puis je trouvais ça intéressant de clarifier toutes ces choses-là. Ben, c'est parfait, c'est pour ça que je t'ai approché, parce que on est conscient que le syndicat a une mauvaise presse. OK. Je suis très conscient de ça. Puis, tu sais, dans les discussions que j'ai souvent, là, moi, je suis un peu fatigant là, dans certaines de nos instances parce que je ramène ça sous le tapis. On a une part de responsabilité dans la mauvaise presse qu'on a, mais je pense pas que c'est du 50-50. On a peut-être un 15 de responsabilité, puis le reste, c'est une opinion publique qui s'est fait par des médias qui sont pas toujours, disons, intellectuellement honnêtes envers les mouvements sociaux. Okay. Il faut le dire, c'est pas juste les mouvements syndicaux qui sont visés par ça. Aussitôt que tu as des mouvements sociaux qui dérangent, que ce soit la Nuit des sans-abri à Montréal, que ce soit les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, il y a une certaine tendance dans les mouvements, dans la presse, à pas trop appuyer publiquement ces mouvements-là pour leur taper sur la tête. Fait que, tu sais, puis vous expliquez ça comment? Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est que, tu sais, si tu te fies aux nouvelles pour te donner une idée de c'est quoi les routes au Québec, tu vas dire qu'il y a des accidents en 5 minutes, parce que quand on parle des routes, c'est pour les nids de poules ou pour les accidents. Ouais. Fait que quand tu parles du syndicalisme, souvent, quand les médias vont parler de nous autres, c'est parce qu'il y a un conflit de travail quelque part, puis il y a des pancartes dans les airs, puis il y a des sauts, solidarité. Fait que là, les gens, ils s'imaginent qu'on est des teneux de pancartes, puis qu'on est toujours en train de chialer sur quelque chose, alors que dans les faits, 95 des contrats de travail, des conventions collectives, c'est notre job, ça, de s'entendre avec les patrons pour dire, ben mes employés vont être traités de telle façon, tes employés vont être traités de telle façon, et tout ça. Dans ce groupe-là, tu as 95 que c'est négocié de bonne foi avec une bonne poignée de main, puis c'est réglé. Fait que ce que tu vois aux nouvelles, les pancartes puis les sauts, c'est 5 Fait que, tu sais, 95 de notre job, c'est de jaser avec le patron, vous dire, écoute, bon, là, on est rendu à la fin de notre convention collective, on va négocier. Es-tu d'accord pour accorder 2 d'augmentation, par exemple, ou le coût de la vie? Le patron dit, peut-être 1,5, OK, on s'entend. Et ça se fait de façon amicale, puis tu as beaucoup de parties patronales qui sont tu sais, chummy avec le syndicat, qui collaborent super bien, qui ont le goût de collaborer. Mais ça, tu l'entends pas aux nouvelles, évidemment. Ça vend pas de copie, tu sais. Exact. Ça doit être frustrant pour vous autres. Excessivement frustrant, tu sais. Puis moi, je vais parler, je peux parler pour ma paroisse un petit peu, là. Nous, on travaille, ultimement, on travaille pour le gouvernement. C'est le gouvernement qui signe mes chèques de paye, c'est lui qui finance mon emploi. Bon. Et le gouvernement a tendance, tu vas remarquer que beaucoup de grèves que tu vas entendre parler à la télé viennent du secteur public. Okay. Parce que le gouvernement négocié, il n'aime pas ça. Je suis très sincère. Ouais. Fait que nous, moi, là, tu sais, à ma connaissance, puis de mémoire, depuis que je travaille dans l'éducation, à toutes les fois qu'on s'en va en négociation, ça finit en grève.
Pas parce qu'on ne veut pas négocier, mais parce qu'à un moment donné, l'employeur refuse de négocier. Il ne négocie pas de bonne foi. Fait que, tu sais, ça provoque ça. Dans le fond, s'il y avait toujours des négociations de bonne foi, il n'y en aurait pas de grève. Puis je vais le dire franchement, personne ne veut aller en grève. C'est de l'énergie, c'est de l'organisation, c'est de l'argent. Écoute, c'est du temps, tu n'as pas idée. Tu sais, pour une journée de grève, je la planifie une semaine. Okay. Ça donne une idée. Parce que, mettons que j'ai 3000 personnes, disons, on a 3000 quelques membres, je sais que je vais en avoir 2000 qui viennent participer aux activités. Mais là, il faut que je prévoie de la bouffe pour 2000 personnes. Il faut que je prévoie des emplacements pour 2000 personnes. Il faut que j'ai des activités de prévues pour 2000 personnes. Les activités, ça peut être autant tenir des pancartes qu'aller jaser avec du monde au métro, qu'aller bloquer des ponts dans les cas plus extrêmes. Mais on ne le fait pas, nous, au CPB, on ne fera pas ça. Ce n'est pas dans nos stratégies habituelles. Mais tu sais, je donne ça, par exemple. Il faut prévoir tout ça. Mais là-dessus, ça veut dire qu'il faut que j'aille regarder les endroits où que je vais placer mon monde. C'est tout ça qu'on ne voit pas en arrière. Ouais. Mais c'est beaucoup d'efforts pour faire ça. Fait que la grève, c'est notre dernier moyen. On ne veut pas aller là. Puis on est aussi victime des luttes du passé. Là, je m'explique, c'est que souvent, le syndicalisme est vu comme « Hey, le gars, il tient son 2x4 puis il veut aller verger quelqu'un. » Oui, c'est déjà arrivé, ça, dans le passé des années 70. Puis on ne juge pas les gens de cette époque-là. C'était une lutte qui était beaucoup plus difficile. Puis on ne peut jamais justifier la violence. Mais oui, c'est arrivé. Mais c'est tellement... C'est un contexte différent. Puis c'est tellement plus ça. Et les gens, puis je dis, des parties de Noël avec les mononcles, tout ça, là, les gens ont encore l'image du syndicaliste avec son 2x4 qui veut aller verger le patron. C'est plus ça, là. C'est une game quasiment d'avocats. On a des spécialistes du domaine du travail chez nous qui sont vraiment des avocats. Puis ça se joue plus au niveau légal, ça se joue plus en négociation, en rapport de force que ça se joue avec la violence. La violence syndicale, c'est quasiment inexistant aujourd'hui. Et les gens ont encore cette image-là de nous autres. Fait qu'il y a une part, tu sais, quand Benoît dit qu'on a une part de tort là-dedans, c'est qu'il faut qu'on travaille à changer cette perception-là. À moderniser l'image qu'on a. Parce que je dois avouer que c'est l'image que je me fais un peu du syndicalisme. Tu sais, c'est sûr que, mettons, je ramène ça à moi puis mon contexte. Moi, j'ai travaillé dans des jobs, mais aussitôt que j'ai commencé à faire de l'humour il y a 12 ans, ben, je suis devenu travailleur autonome. Fait que, oui, il y a un syndicat de l'humour, là, mais tu sais, je suis laissé à moi-même, puis je fais mes affaires. Donc, les seuls moments où j'étais confronté, ben pas confronté, mais que j'ai vu des syndicats, où j'étais dans un syndicat, c'était je travaillais dans une shop l'été comme étudiant. Puis moi, ce que je voyais de ça, c'était carrément le syndicat, j'avais l'impression qu'il protégeait le gars qui se pognait le cul puis qui faisait rien. J'aime ça que tu apportes ce point-là. Écoute, tu sais, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure. Là. Ouais. Ça, j'entendais ça, puis j'étais comme, OK, ça m'a donné cette vibe-là de c'est ça un syndicat. T'sais. Alors que je suis conscient que c'est plus nuancé que ça. Je vais tout de suite, je vais sauter à pieds joints sur le fait que tu parles de protéger le flanc mou. Je comprends la perception. Il y a plusieurs enjeux là-dedans. Je vais commencer par l'enjeu le plus poche, puis le plus plate, c'est qu'on est légalement obligé de le défendre. Okay. Il y a le numéro de loi, je peux pas te le dire, je le sais pas, mais je peux te dire que, supposons qu'on est une accréditation syndicale, on est 4 en studio en ce moment, on est accréditation syndicale, puis je te protège, je passe de quoi, tu te fais mettre à la porte, je te protège pas, tu peux dire, le syndicat ne m'a pas protégé, je vais les traîner en cours. Tu ne traînerais pas moi en cours, tu vas traîner le syndicat. Puis si on t'a vraiment pas protégé, ben tu vas gagner. T'sais. On est obligé légalement de te protéger. Maintenant que ça c'est dit, tu sais, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Là, ton flanc mou qui est là, ça fait combien de temps qu'il est flanc mou? Si ça fait 2 semaines, peut-être qu'il va pas bien, puis l'employeur aurait une responsabilité de voir pourquoi il va pas bien, puis essayer de l'aider pour qu'il se replace. Mm-hmm. Maintenant, s'il a toujours été flanc mou, comment ça se fait qu'il a passé sa période de probation? Tu sais, ça, c'est l'autre question. Parce qu'à un moment donné, on attribue beaucoup de pouvoir aux syndicats pour ces choses-là, mais moi, j'embauche pas personne. Je mets pas personne à la porte. Tu sais, en tant que délégué syndical, c'est pas ça que je fais. Je peux pas, j'ai pas ce pouvoir-là. C'est vraiment le boss qui l'a. Fait que, tu sais, le boss, à ce moment-là, ton flambeau, quand il l'a embauché, normalement, dans les conventions collectives, tu as un temps de probation qui est entendu. C'est, des endroits, c'est 90 jours, des endroits, c'est 6 mois. Des fois, ça peut être jusqu'à 1 an. Fait que, mettons que tu as 1 an pour évaluer un employé, là, ben, tu as 1 an pour savoir s'il est bon ou pas. Fait que si tu n'as pas été voir s'il était bon ou pas, puis tu fais il est correct, je le garde, puis après ça, tu te plains qu'il est flambeau, ben, tu sais, c'est de la faute au boss, là. Ouais. Ultimement. Puis l'autre aspect là-dedans, c'est que tu travailles avec des gens qui ne veulent pas en faire assez. La tâche, à un moment donné, les autres autour sont obligés de pallier. Tu sais, moi, comme moi qui travaille avec des enfants, supposons, encore une fois, que tu as un groupe et que tu n'es pas bon, ben, puis je peux pas laisser les enfants en danger, fait que je vais être obligé de prendre ma charge de travail puis une partie de la tienne. Ça crée une surcharge. Il n'y a personne qui veut des gens flambeaux ou incompétents autour d'eux.
Il n'y a personne qui veut ça parce que je dois. L'autre employé est obligé de travailler plus fort. Puis pour le même salaire, ultimement, tu sais, fait que ça ne tente pas. Fait que même à l'intérieur même des syndiqués, t'as pas envie de... Dans un monde idéal, moi, les employés qui sont pas bons, j'aimerais ça que soit qu'il y ait une formation, que l'employeur mette des choses en place pour l'aider à s'améliorer, ou encore qu'il faudrait qu'il quitte, mais ça, c'est pas moi qui décide. J'ai des lois à respecter, je vais les respecter. Okay. Puis maintenant, il faut que l'employeur fasse son travail d'évaluation puis de formation. On n'a jamais de fun à défendre l'indéfendable. Okay. Défendre quelqu'un, comme il dit, qui fait 2 semaines, qui va pas bien, puis que de l'aider, puis dire au patron, non, gars, paye-y donc une psychothérapie à la place, ça va mieux l'aider. Ça va. Mais défendre quelqu'un qui a commis un crime là, punissable au criminel, là, tant qu'il n'est pas reconnu coupable, on est obligé de le défendre. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on y prend plaisir. Tu mets la même énergie que tu mettrais. Non, on va être obligé de mettre l'énergie. Écoute, il y a des procédures qui existent, là, comme un mot grief, qui est essentiellement très simplement, là, un grief, c'est quand on juge qu'il y a une lésion de droit. Ça veut dire qu'on pense, mettons, tu es protégé à la Convention, on pense que tes droits ont été lésés d'une façon X ou Y, bien là, on va déposer un grief pour contester cette décision-là. Je vais prendre un exemple extrême. Moi, je travaille dans les écoles, je suis éducateur. Mettons que tu travailles avec moi, puis je te vois partir à courir et serrer un coup de genou dans la face d'un enfant. C'est super extrême. Tu vas te faire instantanément suspendre. Ça dépend, là, qu'est-ce qu'il a fait. Attends, je veux un peu de contexte. mais tu sais, c'est un exemple vraiment extrême. Là, à ce moment-là, tu serais suspendu automatiquement, ce qui est raisonnable. Il va y avoir une enquête, savoir ce qui s'est passé. Ouais. Puis c'est à peu près certain qu'il y a des accusations criminelles. Là, l'employeur décide de te frapper un enfant, je te mets dehors. Mais là, des accusations criminelles, moi, je vais mettre un grief. Pas parce que je veux nécessairement te garder. Ça se peut que tu restes suspendu. Là. Ça, c'est des choses qui vont rester à discuter. Mais je vais mettre une contestation qui va tomber après ton jugement. Tu comprends? Si tu es déclaré innocent parce que finalement, on se rend compte que c'est un accident, ben là, il faut que tu puisses garder ton emploi. Ça aurait pu, je sais pas, moi, je t'ai vu donner un coup de genou dans la face de l'enfant, mais peut-être que tu courais pour en empêcher une bagarre ou un qui venait de se blesser, puis j'ai pas vu ça, je t'ai juste vu fait. Fait qu'il faut juste prendre en compte ça. Okay. On est obligé de le faire. Mais par contre, une fois que le jugement est tombé, moi, tu as un casier judiciaire au niveau scolaire, c'est tout bad, tu vas pas terminer. Là, tu vas perdre ton emploi, puis il n'y a rien que je vais pouvoir faire. Tu sais, les syndicats, là, j'ai eu une rencontre avec un ami d'enfance qui est des ressources humaines, qui disait « Je comprends pas à quoi ça sert un syndicat. » Puis je donne toujours à peu près le même exemple. Je reviens sur mon exemple de la route, là, mais du jour au lendemain, la SQ annonce, puis la police annonce qu'ils ne feront plus de radars, ces autoroutes. On se fie sa bonne foi des automobilistes pour rouler à une vitesse raisonnable. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver le lendemain? Tout le monde va rouler à 200. Le syndicalisme, c'est un peu ça. C'est qu'on assure une espèce de quiétude dans le monde du travail parce que si élimine tous les syndicats du jour au lendemain, là, c'est sûr que les actionnaires vont pousser pour avoir plus de profit, donc descendre le salaire du monde. C'est sûr que d'ici 1 an ou 2, tu élimines tout syndicat. D'ici 1 an ou 2, le niveau de vie des Québécois va descendre drastiquement. C'est clair, net et précis. Je vais juste enchérir sur ça. Bon point, Dave, je n'avais pas pensé à ça, mais... Très récemment, là, vous allez pouvoir regarder la presse sortir un article où il cite une étude qui a été faite dans le sud des États-Unis où est-ce qu'il y a des lois des lois de clauses non concurrentielles. C'est-à-dire que tu travailles pour une entreprise A, tu peux pas t'en aller de l'entreprise A et aller travailler dans l'entreprise B qui fait la même affaire. C'est poussé de ridicule jusqu'à dire que si tu travailles pour Walmart, tu peux pas aller chez Target. Okay. Là, c'est poussé à l'extrême. Ça veut dire qu'il n'y a aucune façon pour toi d'améliorer ton sort. Et en plus de ça... Parce que c'est ça ta compétitivité en tant qu'employé. Tu peux changer d'entreprise puis monter. Je vais me rendre là. Je comprends pour des grosses jobs. Moi, j'ai vu ça beaucoup dans des domaines très spécifiques. Là, des représentants pour des techniques, de vente technique, des trucs comme ça, des chimistes, que c'est comme, ben là, va pas chez le compétiteur. Ben non, parce que tu vas me voler mes recettes. Ça, je peux comprendre. Effectivement, si on est au niveau d'une chaîne de grande surface, ça va rapport. Puis écoute, ça va dans leur logique vraiment anti-syndicale, ils ont été plus loin que ça. Ils n'ont pas le droit de rendre illégaux les syndicats, OK, parce que ils ont un droit de, comme nous ici dans les chartes, on a quand même un droit d'association. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont voté une loi qui s'appelle le Right to Work. Le Right to Work, ça veut dire que tu as toujours le droit de travailler. Ça veut dire qu'on travaille à la même place, on est en grève, ton boss t'appelle et dit tu rentres, sinon je te slack, ben tu rentres, tu traverses le piquet de grève, tu vas rentrer. Ça veut dire que ça élimine tout rapport de force. L'effet de ça, dans les États du Sud, les emplois accusent un retard significatif sur les salaires, les conditions de travail et même les assurances. Aux États, les assurances sont... C'est déjà pas top-top. C'est déjà pas top-top. On s'entend que pour avoir accès aux médecins, il faut que tu aies des assurances qui sont fournies exclusivement par l'employeur. Fait que, ils tiennent leurs employés en otage. Ben, ce que ça fait, c'est que toi, en tant qu'individu, tu n'es pas un millionnaire, tu n'es pas un milliardaire. Tout ce que tu apportes, c'est ta capacité de travail.
Tu sais, comme toi, PB, tu fais de l'animation, tu fais ça, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Mais si je t'empêche de le faire, puis là, je te dis, tu vas le faire seulement à mes conditions, puis tu n'as pas le droit d'exercer ton métier ailleurs, attends une minute, là, je te tiens par la gorge, puis rien que tu peux faire, tu comprends? Le syndicat, ce qu'ils vont venir faire, c'est créer le rapport de force contre le capital avec un grand C. Quand je parle de capital, c'est de la grosse argent. Je te parle pas de Bob qui a un dépanneur avec 3 employés puis qui les traite bien puis qui leur paye le super Noël puis super fin. C'est pas ça que je parle. Capital avec un grand C, surtout ce qu'on va voir au Québec, puis un peu partout, je te dirais au Canada, c'est les grosses entreprises avec des actionnaires qui ne connaissent pas notre réalité, ils savent pas ce qui se passe sur le terrain. Bien, le capital avec un grand C, sa job, c'est de tirer l'argent vers le haut puis augmenter ses profits. C'est toujours géré à court terme. Nous, le syndicat, ce qu'on vient faire, c'est créer, on va se mettre ensemble, on va tous se mettre ensemble, on va aller voir le boss en même temps, on va parler d'une seule voix, on va dire voici nos conditions, voici ce qu'on a de besoin, voici ce qu'on veut, tu sais. Puis on est, dans ce cas-ci, 600 000 à parler. C'est ça. Oui, la FTQ, oui. C'est ça. La CSN, en 250 000. Il y a plein d'autres centrales syndicales au Québec. Là. Et ce pouvoir-là vient de là. Ben oui. Nombre, en fait. Et le syndicalisme a créé la classe moyenne. Ouais. Okay. Sans le syndicalisme, sans les luttes syndicales du passé, il n'y aurait pas eu de classe moyenne. Tu aurais eu des pauvres puis tu aurais eu des riches. Fait que moi, quand on dit ça ne sert plus à rien aujourd'hui, le syndicalisme, je reviens à ce que j'ai dit, élimine tout syndicalisme, puis on va retourner à ça, on va retourner à des très pauvres. Dans le passé, c'était des... c'est la seule force opposée qui tire de l'autre bord. Qui essaie de tirer de l'autre bord. Puis tu sais, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Là. Tu sais, quand Benoît disait, là, on veut ça, t'sais, on demande, mais c'est un jeu de négociation. Ouais. On va peut-être avoir la moitié de ce qu'on veut. Puis l'employeur va ouvrir ses livres, pas tout le temps, mais quand il est bien honnête, il va ouvrir ses livres. Il dit, gars, je peux pas te donner ça, je vais faire faillite. Fait que, OK, on va négocier, on va jaser. Fait que l'employeur va être encore très riche, puis ses employés vont vivre juste un petit peu mieux, puis c'est tant mieux, puis tout le monde en profite. Puis quand on dit que l'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus, puis que le syndicat a comme créé la classe moyenne, mais en ce moment, c'est ça, on dit qu'il y a un fossé qui se creuse encore plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cause ça? Il y a la tangente, la ligne là, sur le graphique. Là. Regarde-la comme il faut, là, puis tu vas voir que le syndicalisme est en baisse à la même vitesse que les gens s'appauvrissent. OK. Donc, il y a une baisse. Il y a une baisse. Au Québec, on reste quand même une des provinces les plus syndiquées au Canada, mais si tu compares aux années 80-70, le syndicalisme est en baisse. Fait qu'il y en a de moins en moins qui sont syndiqués. Il y a une corrélation entre les deux. Il y a une corrélation forte, mais c'est aussi une vision de l'économie qui a changé. Quand on recule dans les années 60-70, où est-ce qu'on parlait... On parlait à ce moment-là, oui, d'économie, le PIB, hein, qui est maintenant la seule espèce de mesure qu'on sert. Mais on parlait aussi d'économie sociale, déjà à cette époque-là, qui commence à devenir en mode comme mot, mais on parlait de bien-être des gens. On a mis en place les écoles publiques, on a mis en place les cégeps, les CLSC, et plus récemment, on a eu... système de santé publique, entre autres, pour les CPE et tout ça. Bon, bien ça, là, c'est des mesures d'économie sociale, parce qu'on dépense d'argent, ça aide les gens à sortir de la pauvreté. Mais malheureusement, maintenant, on va parler d'une seule mesure lorsqu'on parle d'économie globale, c'est le PIB, hein, Produit intérieur brut. Fait que là, tu vas entendre tout le temps les économistes, attention, on a 2 mois où le PIB augmente pas assez, on est en récession ou diminue, on est en récession. Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'effet sur les travailleurs honnêtes comme moi, toi, puis à peu près tout le monde, qui, dans les faits, on veut toujours parler d'une croissance continue puis infinie, ça ne marche pas, parce qu'on le voit là. Si tu veux un exemple concret, le PIB a augmenté au Canada, le coût des vivres monte en flèche avec l'inflation, parce que souvent, le PIB va jumeler avec l'inflation. Ben moi, mon salaire n'a pas augmenté d'à peu près 22 dans la dernière année. De chialer, on va te donner 500 $. Ben oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'une prime de 500 $, ça va changer ma vie, puis le problème est réglé, right? Le fait que ça me coûte quasiment que mon 4 litres de lait est passé de 5 $ à 9 $ en 2 ans, 500 $ vient tout régler ça. C'est de la politique, là, pour dire. C'est pour acheter des votes. On commence la campagne électorale, ça s'en vient. C'est un achat de votes. Puis je peux pas dire que je suis contre le fait que les gens aient plus d'argent dans leur poche. C'est juste que je pense pas que 500 $ maintenant vaut 150 de plus par année sur 20 ans. Tu comprends? Absolument. C'est ce coût-là qu'on est appelé à faire, parce que le gouvernement actuel, il aime bien ça donner des primes. Puis nous, on pense vraiment que c'est pas la façon de faire. Augmente les conditions de travail générales de façon permanente. Puis là, on va jaser, on va être content, mais donner une prime de 500 $, surtout que si tu fais 100 000, parce que selon ce qu'il fait là, si tu fais 100 000 net, je pense pas que tu as besoin de 500 $. Hein?
Ouais. Tu sais, je trouve absurde un peu qu'un avocat qui fait un salaire à peu près 6 fois supérieur au mien reçoit le même 500$ que moi. Ça n'a comme pas de sens. Puis avec les paliers d'imposition, je sais pas comment. Je suis pas dans mon domaine là-dedans, mais avec les paliers d'imposition, mettons celui qui fait 100 000, il n'est pas imposé plus, fait que ça revient quasiment à Mais- Ben, il y a un sommet dans les taux d'imposition. Fait que, 52, je pense. ouais, quand tu pognes un certain salaire, après ça, tu n'es pas plus imposé si tu as 300 000 que si tu as 60 000. Là, tu sais. OK. Mais tu vois, ça aussi, c'est une belle notion de progressisme quand même qu'on a au Québec, là, les paliers d'imposition. C'est parce que plus tu gagnes, finalement, la façon que ça marche, c'est que tu as des braquettes. Fait que, mettons, 0 à 20 000, tu es imposé tant, puis là, ça monte comme ça. Ton 21 à 30 est imposé tant. Fait que, c'est une belle mesure de progressisme, mais ultimement, ça change pas la vie des plus pauvres. Tu sais. Je ne veux pas en faire un débat de gauche et de droite, là, mais ça reste qu'au Québec, historiquement, on a toujours été de centre-gauche. Les Américains, dont le taux de syndicalisme, je pense que c'est à 20 aux États-Unis. Nous autres, on est quelque chose comme 40-43 mais les États-Unis sont hyper à droite. Fait que plus tu es à droite comme société, puis moins tu as de syndicats, parce que le syndicat, c'est comme un mouvement qui est très à gauche, qui veut aider son prochain, alors que la mentalité de droite des Américains, c'est do your own business, puis débrouille-toi. Hustle mentality. Là, Ouais. peut-être 2, 3, 4 jobs. Mais à un moment donné, ce qu'on oublie, c'est que et où mon équilibre de vie là-dedans? Tu sais, moi, je veux travailler pour vivre, je veux pas vivre pour travailler. C'est un peu ça que défend le syndicat. Tu sais, si on se ramène à ça, on se met ensemble pour augmenter la qualité de vie de tous et chacun. Ouais. Puis à chaque fois qu'on fait un pas en avant, que ce soit moi ou toi qui le fasse, le pas en avant, c'est pas important. C'est l'important, c'est que tout le monde peut s'y gagner. Tu sais, moi... Puis quand tu dis ça, c'est important que le monde qui écoute aussi pense à... On parle des gens qui sont travaillants, qui sont des bons employés. T'sais. On parle pas du gars tout croche, comme je parlais tantôt, qui se pogne le cul. Mais ça, c'est une minorité. Ça, c'est pour... C'est 1 là. C'est ça. Fait que c'est vraiment pour du monde qui font super bien leur job, qui travaillent. Puis, fait qu'à partir de là, c'est d'aider ces gens-là à juste comme avoir un... Absolument. Ouais. Parce que, tu sais... Dans un monde idéal... encore là, dans un monde idéal. C'est encore drôle, mais dans un monde idéal, toutes les boss, dans une utopie, là, les boss, ils paieraient vraiment au mérite. Tu sais. Ouais. Ils paieraient vraiment, hey, j'ai une bonne gang d'employés, je vais leur donner un salaire décent. Mais l'être humain n'est pas fait de même. Là. Ouais. Si tu es capable d'exploiter, un humain capable d'en exploiter un autre, tôt ou tard, il va le faire. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Fait que nous, on est là pour être un paratonnerre contre ça. Parce que, il y en a des boss, des petites quincailleries familiales là, qui traitent bien leurs employés, mais il y en a 10. Oui, ouais. Mais il y a une multinationale qui ont la pression d'en haut à New York parce que les actionnaires veulent plus de profit. C'est là la différence. Le capital avec un grand C que je faisais référence, c'est ça. T'sais. C'est que ça devient rapidement impersonnel, puis là, ça devient un tableau Excel. C'est parce que, tu sais, eux, leur but, là, toi, tu es actionnaire d'une compagnie, tu sais même pas ce qu'a fait la compagnie, tu as acheté des actions, tu t'en fous, ce que tu veux, c'est des dividendes. C'est ça la mentalité, c'est toujours à court terme. C'est pour ça que c'est problématique. Mais si je ramène ça à échelle humaine, c'est vraiment de dire que dans le fond, nos gens, là, les gens au Québec, ils méritent mieux. C'est vraiment ça. Nous, on se bat pour ça. Moi, je me bats pour mes membres à tous les jours quand je fais des actions syndicales ou de la représentation. C'est parce que je crois sincèrement qu'on peut améliorer les choses. Puis quand on prend en considération que au SEPB, notre syndicat, c'est majoritairement des femmes, là. SEPB Québec, bien, c'est la cause des femmes qu'on porte. Là, ça fait bizarre parce qu'on est 3 gars à jaser de ça. Mais c'était pas ça le plan. Non, c'était pas ça le plan. Allô, Julie. Allô, Julie. Il y a la COVID. Merci à la COVID. Hein? Ouais, c'est ça. C'est beaucoup la cause des femmes parce qu'on représente une majorité de femmes. Puis quand on améliore les indices là, économiques, là, c'est pas moi qui les invente, vous allez pouvoir les regarder facilement. Lorsque les femmes gagnent mieux leur vie, la famille au complet s'en sort grandi. Ça veut dire qu'on devrait normalement centrer nos efforts sur améliorer la qualité de vie des femmes. Puis pas juste, nous, on va le faire à l'échelle locale, là, mais internationalement, si on veut régler un problème, ça touche autant l'environnement que la santé, que l'économie. Que plus les femmes sont éduquées, mieux elles gagnent leur vie, mieux la société se porte. C'est ça la différence entre nous et les pays qui en arrachent davantage, c'est qu'on a accès à l'éducation. T'sais, les femmes ont accès à l'éducation quand même au Québec, fait que c'est bon. Puis au Canada aussi, là, mais on a accès à ça ici. C'est ça l'indice. Un indice qui va venir. Mais il y a encore si je ne me trompe pas, il y a encore des restants de problèmes structurants là, il y a vraiment longtemps. Je parlais avec un sociologue qui m'expliquait que les femmes avaient des moins bonnes conditions de travail. Puis c'est peut-être encore le cas, ça, vous me le confirmerez. Là. Mais à l'époque, c'était comme les femmes étaient moins bien payées, moins bonnes conditions de travail.
Et il y a des trucs qui sont restés dans la structure, dans la façon de penser. Comme l'exemple qu'il m'avait donné, c'était un hôtel où le concierge, maintenant c'est un homme depuis genre 20 ans, c'est des hommes qui occupent ce poste-là. Mais ça a longtemps été des femmes. Donc, les conditions de travail qui étaient établies pour ce poste-là étaient comme moins avantageuses que tous les autres postes. Puis quand un homme est rentré dans toute la compagnie, c'est cette position-là qui a eu la moins belle progression de salaire, de conditions de travail. Puis là, sauf que les gens disaient « Ouais, mais c'est un homme, fait que ça n'a pas rapport à ce que vous dites. » Non, mais c'est que c'est leur façon de penser dans le temps que c'était une femme est restée. Donc, ce poste-là a été associé à... Fait que c'est un problème... de structurel ou structurant, je sais jamais c'est lequel des deux mots, là, mais qui est là, puis qui... Arrête ta structure. Ouais, structure, c'est ça, c'est un problème du truc qui est là à cause de ça. Mais Benoît pourra te confirmer, la lutte pour l'équité salariale, là, puis là, je vulgarise énormément, là, mais l'égalité de salaire entre hommes et femmes, c'est les syndicats qui amènent là, actuellement. Et même le gouvernement est d'accord, a voté une loi là-dessus. Mais il y a conteste encore. Il y a conteste. Ils contestent leur propre loi parce qu'ils se rendent compte, mais là, ça coûte cher, là, payer les femmes le même salaire que les hommes. Fait que, ils ont dit oui parce que ça paraissait bien. Personne n'est contre la vertu jusqu'à temps que ça touche leur portefeuille. Ouais. C'est ça qui arrive. Fait que là il faut comprendre quelque chose. C'est complexe, la notion d'équité salariale, parce qu'on parle, oui, d'équité entre hommes et les femmes, mais il faut prendre en compte les tâches réalisées, il faut prendre en compte le niveau d'éducation et le niveau de responsabilité. Ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, je vais donner un exemple concret en milieu scolaire, les techniciennes en service de garde qui sont les responsables de service de garde, on ne veut pas leur donner le titre parce qu'il faudrait les payer 80 000 par année. Fait qu'on ne veut pas leur donner le titre de responsable, tu comprends? Les secrétaires d'école, c'est assez similaire à ça. Ils ont une tâche qui va s'apparenter à la quantité de tâches. Là. Je ne te parle pas nécessairement de la nature, mais quantité de tâches à une direction d'école. Mais on va les payer le quart du salaire. OK? Mais ça, c'était, encore une fois, si on y va, on met tout ça à la suite de l'autre, on va contester légalement la nature de leur travail pour dire, regarde, là, ça n'a pas de sens, la nature de leur travail est beaucoup trop élevée par rapport à leur salaire, puis par rapport à ce que... Bon, fait normalement, si l'État était de bonne foi, il sait qu'on a raison. Aujourd'hui, je te promets là, que M. Jolin Barrette, qui s'occupe de ces causes-là, voit ça, il sait qu'on a raison. Mais lui, ils vont payer des avocats pour contester une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, ce qui nous fait à tous les 4-5 ans qu'on tourne en cours et ça continue, parce que cette contestation-là, on la gagne maintenant, mais il faut revenir dans quelques années, parce que là, en fait, ben oui, vous l'avez gagné, on arrête là, ouais, mais là, comme là, on a gagné pour 2010 récemment. On est rendu en 2021. Ah, 2022. Mon Dieu, OK. Fait que ça, c'est un loop infini. Un loop infini. Puis si les syndicats n'étaient pas là, qui s'occuperait de ça? Ouais. C'est parce que nous, on représente des travailleuses, puis on essaie de les aider, mais élimine tous les syndicats. Là, je reviens à ça parce que je l'entends tellement souvent, ça, dans le bon peuple, de dire vous servez à rien, de défendre les fleurs mous, comme on disait tantôt. C'est souvent moi, puis je m'excuse. Non, mais c'est correct. C'est pas vrai. On est tous victimes des préjugés reliés à ce qu'on fait dans la vie. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent que tu es millionnaire parce que tu es humoriste. T'sais. Oui, ben oui. Hey, c'est un préjugé, là. Absolument. Ben oui, c'est ça. Oui, fait que les syndicats, c'est aussi la même chose, une forme d'ignorance puis de préjugés sur ce qu'on fait dans la vie. Mais ce qu'on fait dans la vie, c'est aider les gens. Et même, je te dirais, Benoît pourra renchérir, mais de travailler. Parce que moi, je ne suis pas un militant. Je suis militant, mais je suis un employé du SEPB. Donc, je travaille pour le syndicat. Je suis payé pour travailler pour le syndicat. J'ai jamais vu un milieu de travail aussi sain que ça et aussi humain. Tu peux arriver puis tout le monde, à un moment donné, on fait mal notre job une journée parce qu'on ne file pas. Bien, dans ce milieu-là, c'est compris, on tape dans le dos, on dit ça va aller mieux demain. C'est très, 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 c'est foncièrement humain. Fait que l'image du 2x4, là, c'est tellement pas ça. Moi, je vais y aller de front dans l'image du 2x4. Moi, mon père, c'est un plombier de métier. Fait que si Pat écoute ça, mon père s'appelle Richard, c'est un ancien plombier, dans ces milieux-là, c'est très rough. T'sais, mon père, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans le syndicat. Là. Mon père, avant d'être plombier, mon père a été peintre industriel. Il a travaillé pour Can-Am Manac dans le temps. Ça a brassé. Ils ont sorti un syndicat de boutique, qui est un syndicat... Quand on dit boutique, c'est souvent un syndicat qui va être indépendant. Hein? Puis il y avait la réputation de, entre guillemets, coucher avec l'employeur dans le sens que il se passait rien avec ce syndicat-là. Puis eux se sont tannés puis se sont affiliés avec les Métallos, qui est un gros syndicat. Là. Les Métallos,
Un syndicat qui brasse, ça brassait, on parle des années 80, 90, tu sais. Moi, je me rappelle, mon père n'est pas là aujourd'hui, mais il pourrait vous raconter des histoires où est-ce qu'il quittait le travail, se faisait suivre par des gens du syndicat de boutique qui voulaient lui casser 2 jambes parce qu'il était en train de les sortir. Fait que on vivait à Longueuil, il fallait qu'il passe par le tunnel pour venir par le pont Champlain, puis il y avait des gens qui faisaient exprès de ralentir le trafic en arrière de lui. Ça, c'est une autre époque. Fait que, fait que là, encore aujourd'hui, t'en as ces gens-là, puis je vais le nommer, Rambo Gauthier qui fait de la merde à gauche et à droite, c'est quelqu'un de la FTQ, mais on le back pas unilatéralement. Là. Le gars, il a le droit de parole parce qu'on est une institution démocratique directe. Il paye sa cotisation, c'est un membre. Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais systématiquement, on le back pas. T'sais, il a essayé de faire des convois à Québec pour aller bloquer Québec. Il a dit à la FTQ, vous devriez payer. La FTQ a fait fuck non. Puis c'est normal qu'ils ont fait ça. Moi, j'aurais pas voulu qu'ils donnent de mon argent à ce gars-là pour faire ça. Mais la structure est tellement pas nécessairement claire pour le grand public que Rambo Gauthier... C'est un délégué syndical. Non, mais la nuance entre délégué puis une autre affaire, les gens vont voir ça. Lui, il représente sa gang de... C'est quoi? C'est des grutiers? Je sais pas exactement c'est quoi son métier, mais il représente sa gang dans le Bas-Saint-Laurent. C'est ça, sur la Côte-Nord. Là. La Côte-Nord, oui. Mais son importance dans la structure au il est hyper important auprès de ses membres qui sont dans la construction sur la Côte-Nord. Mais pour quelqu'un qui est à Terrebonne, là, il veut rien dire. Il se dit c'est ça le syndicat. Non. OK, super bonne question, merci. C'est ça, là, c'est OK, dans la structure, de la façon que ça marche, tu vas avoir, mettons, je vais donner un exemple d'une shop, là, on est une usine de batterie, mettons, on est 60 employés. On a un syndicat, on va élire quelqu'un qui va être un délégué syndical. Lui va être le porte-parole de notre gang au niveau local. Si on a des problèmes, on va aller voir ce gars-là pour aller voir l'employeur directement pour négocier ça, pour régler la problématique. Ça, c'est le rôle du délégué. Il devient la courroie de transmission entre le bureau puis les gens sur le terrain. Fait que là, je prends ce même exemple-là. Moi, dans mon école, du tournesol à Longueuil, je suis délégué syndical. Ça veut dire que s'il y a un problème que les gens ne sont pas capables de régler avec la direction, ils vont venir me voir, puis je vais aller essayer de régler ça avec eux pour, tu sais, on veut que ça marche, tout le monde veut que ça marche, qu'on va essayer de faire ça. Rambo Gauthier, essentiellement, c'est ça, c'est un délégué syndical. Fait que lui, il est avec sa gang, sur son chantier à lui, il est délégué, puis il s'occupe de ses membres à lui, puis il les aide au mieux de ses capacités. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, son importance est vraiment importante là-bas, puis il faut dire que il gagne en importance parce qu'il a été très médiatisé. C'est triste, mais c'est pas moi qui vais être médiatisé quand que je parle des conditions féminines, puis parce que je brasse pas assez de merde, puis je veux dire, je me colle pas au Parti libéral pour avoir des subventions. Là. C'est pas ça que je fais dans la vie. Fait que c'était ça, lui-là. Lui était bien proche de ces gens-là, ce qui est pas mon cas. Fait que j'aurais pas de Kodak sur moi. Son importance, elle est négligeable. C'est pas un no-leader, là. C'est pas le président, c'est pas le secrétaire général. Mais étant donné que les gens connaissent pas le syndicalisme, on ne sait pas à quel point c'est pas... Où est-ce qu'il est dans cette... Il représente la vision des années 60 qu'on a du syndicat, il est du aussi, goon qui se pointe. Mais il y a un contexte aussi. T'sais, moi, je pense qu'il est hyper apprécié dans sa région parce qu'il amène de la job dans sa région. Il amène... c'est pas le yard en personne non plus. Non, il amène ses travailleurs à un autre niveau. Puis, tu sais, il faut comprendre le contexte. C'est moins facile économiquement sur la Côte-Nord. C'est moins... c'est plus difficile pour ses travailleurs, puis il les défend bien. Fait que, nonobstant le personnage coloré qu'il est... Qui déborde dans des médias qui n'ont pas rapport avec ça, mettons. Je pense que le délégué syndical fait une bonne job dans sa région. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire, c'est... je suis d'accord avec toi, là, probablement que ce gars-là, je le connais pas personnellement en passant. Fait que si Rambo, tu vois ça, je le connais pas. Désolé si j'ai blessé j'ai heurté tes sentiments. Il n'y a pas ça, des sentiments. Mais ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de réactions émotives, mais je suis persuadé que c'est un excellent délégué syndical. Ouais. Quand il s'en tient à sa job de délégué, il est probablement excellent. Mais ça, cette nuance-là est importante à faire parce qu'effectivement, je vous écoute et je fais mais tu sais, en tant que délégué syndical, sûrement qu'il est super bon puis il défend son monde. Puis je fais cool, tu sais, dans le sens où bravo pour ça. Je pense que c'est quand ça déborde à l'extérieur de ça que. Puis t'as des milieux, là, PB, là, que ça joue plus rough que nous autres, les employés de bureau. Là. T'as des milieux, le milieu de la construction, des fois, là, le boss, qui c'est un espèce de matamor mal dégrossi, puis il dit hey, il n'est pas question que j'embauche un tel. Hey. Okay. Fait que des fois, ça te prend des personnalités hautes en couleur qui sont aussi capables de jouer les matamors pour avoir une discussion d'égal à égal. Pour créer le rapport de force. Pour créer le rapport de force. Tu as des régions, tu as des réalités géographiques, tu as des réalités de métiers qui font que ça te
prend des gars comme ça. T'sais. OK. Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est quoi, mettons, la construction, c'est peut-être plus... Oui, absolument. C'est quoi les enjeux, souvent, sur les chantiers? C'est quoi? C'est je veux pas engager lui, je veux... Beaucoup de santé. Tu sais, moi, j'ai des amis, là, un de mes chums Dave, d'ailleurs, qui est grutier, puis eux, c'est beaucoup des enjeux de santé et sécurité. Okay. Beaucoup des enjeux sur l'effet de la température sur leur travail. Tu sais, une journée qui fait 45 degrés là, au soleil, là, tu demandes à quelqu'un, toi, tu vas aller visser, il n'y a pas d'ombre, tu es sur un chantier, tout est rasé, là, tu vas aller faire de la charpente aujourd'hui, à un moment donné, il y a une limite, il faut limiter le temps d'exposition au soleil, parce que sinon, on va se retrouver, il peut tomber dans les pommes. Fait que ça, c'est des enjeux beaucoup, eux, de santé et sécurité qu'ils vont avoir. Okay. Puis sur la Côte-Nord, c'est des situations où est-ce que les employés vont, ce que j'en comprends, là, c'est les employeurs, vont essayer de contourner les lois sur l'overtime, donc le surtemps de travail, et couper les coins ronds, encore une fois, sur la santé et sécurité, et aussi de faire venir des gens de l'extérieur de la région pour travailler. Ça veut dire que moi, mettons... Payer moins cher. Payer moins cher. Tu sais, moi, mettons, je vais prendre quelqu'un... mettons, j'ai une entreprise qui est basée à Montréal, puis je ramasse un contrat sur la Côte-Nord. Excusez. Je vais essayer de faire venir mes gens que moi, j'aime bien de Montréal, les amener travailler sur la Côte-Nord pour ce contrat-là. Les gens qui sont là-bas, qui sont compétents, pourquoi qu'on les prend pas? T'sais? Parce que c'est ça. Fait que c'est là où les enjeux vont jouer. C'est ma compréhension de la patente. Puis c'est là où il fait où les délégués locaux vont être importants, les organisations locales vont être importantes pour empêcher ça de se passer. Parce que tout le monde a le droit de travailler à un moment donné. Là, j'ai la compétence là, prends-la, et déjà là, apporte pas ton monde, je comprends ça. Tu comprends? Okay. Si on n'en a pas, par exemple, c'est autre chose. Si, mettons, ça me prend 32 plombiers puis j'en ai juste 18, il faut que je les fasse venir d'ailleurs. Là, ça, c'est autre chose. Mais il y a moyen de le faire en ayant une discussion avec le syndicat pour faire écoute, il manque de monde. Mais c'est d'accord? Oui. On va chercher. Puis encore une fois, c'est un bon exemple parce qu'on n'entend pas parler tous les jours, puis il y a toujours de la construction qui se fait là-bas. Là. Ça veut dire que la plupart du temps... ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est juste que quand ça marche pas, dans des milieux comme ça, puis tu sais, il faut y aller avec le contexte. Nous, je représente des gens en cravate beaucoup, puis dans mon milieu, c'est pas ça. Nous, c'est des éducatrices, puis des éducateurs. Fait que tu sais, c'est pas eux qui vont aller sacrer avec des 2x4 puis dire à un ministre, on va t'arracher à la face, ça marchera pas de même. C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Les gens sont trop gentils, sont très doux. Fait eux, là-bas, c'est rare. On est produit de leur environnement. La construction, c'est un milieu encore difficile, principalement masculin, peu éduqué. Des longues heures, c'est très physique. Des longues heures, c'est ça. Tu sais, c'est des gars rough and tough, là. C'est comme ça. Les gars que t'appelles monsieur, tu sais. Oui. C'est un peu ça. Oui, non, clairement. Non, moi, j'ai beaucoup de respect à ce niveau-là. Absolument. Pour ces gars-là, je ne ferais pas ce job-là. Exact. C'est ça. Mais tu sais, eux, ils représentent, encore une fois, c'est un bon exemple. On reste en construction. J'aime bien cet exemple-là parce que les gens vont entendre souvent « Ah, en construction, ils sont trop payés. » Attends une minute. On va juste prendre une pause une seconde. Ils ne sont pas trop payés. Ils sont payés à leur juste valeur. Ce que tu essaies de me dire, c'est que toi, tu ne gagnes pas assez. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Peut-être que tu ne gagnes pas assez, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu enlèves son chandail pour le garder. Ça veut dire que toi aussi, tu mérites un chandail. Ouais, toi, demande plus. Toi, demande plus. Puis là, ils vont se dire, moi, je peux pas. On va se syndiquer puis on va aller chercher ton plus. Mais ça, c'est qu'il faut se mettre ensemble. C'est ça qui arrive. C'est toujours créer le maudit rapport de force. C'est rare que l'employeur n'a pas une marge de manœuvre pour mieux payer sa gagne. À tout moment. Combien de fois on est tombé face à des employeurs qui ont dit oh, non, écoute, on est à la gorge, puis finalement, on poussait, puis finalement, on a eu ce qu'on voulait, on a été mieux payé, et en bout de piste, l'entreprise était restée hyper florissante. Là. Ils n'ont jamais fermé les portes. Fait qu'il y a toujours une marge de manœuvre quelque part. C'est d'être honnête. Nous, en tant que syndicat, je ne voudrais pas... Si un jour, je deviens négociateur, puis je suis en train de négocier pour une usine, peu importe quelle production, je ne veux pas que la shop ferme. Tu comprends? Si l'employeur... Oui, le but, c'est pas de faire fermer tout le monde va perdre sa job. Tout le monde est perdant quand l'entreprise ferme. En fait, je ramène ça, c'est de créer un rapport de force pour rééquilibrer les choses. Ceux et celles qui s'intéressent, là, la CSN, je vais leur lancer une fleur parce qu'ils ont une page YouTube très active où est-ce qu'il y a des vidéos là, vraiment bien faites. Il y en a un qui commence... Historiquement, en fait, en termes de date, ça devrait dater, mais l'information est encore hyper d'actualité. René Lévesque, qui est devant le conseil du patronat et qui parle de syndicalisme. OK? Allez regarder ce dos-là, ça dure une vingtaine de minutes. Il finit par se faire applaudir. Ça donne une idée. Par des patrons. Par des patrons. Mais il a raison, parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit que le rôle de l'État, c'est supposé de jouer le rôle d'équilibre, puis l'État ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de contrôle sur à l'extérieur de ses frontières. Ça veut dire que le Québec, le gouvernement du Québec a du contrôle dans ce qui se passe au Québec. Il est capable d'influencer un petit peu le Canada, mais il ne peut pas influencer ailleurs, tu comprends? Le Québec n'est pas un pays, donc il y a ses limites géographiques qui ne peut pas aller plus loin que ça puis jouer l'influenceur à travers le monde. Donc, c'est là que nous, les mouvements sociaux, les mouvements d'opposition, les mouvements, on est capable d'influencer un petit peu
de rassembler nos gens puis de bloquer une certaine... Tu sais, c'est ça, là, on a juste notre force de travail. Fait qu'on va la combiner, puis on va envoyer comme message à un employeur qui ne veut pas nous augmenter alors qu'il sait qu'on meurt de faim, puis lui, sa marge de profit augmente. Tu sais, je vais nommer là, Amazon fait des profits astronomiques, paye peu de taxes, pas d'impôts, ni ici, ni aux États, ni en Europe. Hein. Pendant qu'il y a des gens qui meurent dans ces shops aux États, ils se payent une fusée. Pendant qu'il y a des gens qui meurent dans ces shops, ils s'achètent un yacht tellement gros que ça lui prend un yacht pour aider à faire flotter son yacht. Ça, c'est une réalité. Ouais. J'aimerais ça inventer ça, mais Jeff Bezos a vraiment fait ça. On peut aussi, il y en a des milliardaires. Ça, c'est un extrême. Là, oui, mais il y a une généralité. Il exprime bien le problème. Oui. Mais c'est un des extrêmes. Oui, mais ça revient quand même à 1% de la population mondiale qui détient, c'est quoi, 80% des richesses? 90% des richesses. Fait que nous autres, là, quand je dis nous autres, le monde ordinaire, les gens qui t'écoutent, là, ceux qui sont pas, les 99% Mon public autres, n'est pas là, ordinaire. Non, il est extraordinaire. Extraordinaire. Ben, t'es extraordinaire et les autres se partagent 20% de la tarte. C'est horrible. Tu sais, comme être humain, est-ce que alors qu'ils génèrent... On apprend à nos enfants à partager, mais... Ils partagent 20%, mais c'est eux autres qui sont la force qui génèrent ces revenus-là en étant au travail puis en faisant rouler l'économie. Il y a effectivement un décalage qui n'a aucun mot du bon sens. En plein ça, c'est parce que c'est nous la force de travail. Tu sais, là, moi, j'aime beaucoup l'information en général. Je suis quelqu'un qui consomme beaucoup d'informations. Puis quand tu réfléchis à ça une seconde, puis tu prends la peine d'absorber tout ça, nous sommes la raison pourquoi ces milliardaires-là sont milliardaires. Tu sais, je comprends que Jeff Bezos, au début, il a commencé à mettre des livres dans des boîtes puis les shipper de chez eux. Oui. Mais c'est pas comme ça que c'est mis milliardaire. Il a commencé à devenir archi-riche quand il a commencé à avoir des employés. Puis là, ça chipait tout seul, puis ça grossit. Je peux faire le même parallèle avec Elon Musk que beaucoup de gens adulent et l'associent même à une certaine gauche, alors que juste faire un rappel très récent, là, premièrement, il a été dans l'administration Trump un bout de temps. Déjà, sans dire long sur le gars. Je savais pas. Oui, il voulait être un conseiller économique. Il a claqué la porte, là, mais il a quand même été là, tu sais. Puis c'est quand même quelqu'un aussi qu'au début, dans la deuxième vague, même deuxième vague de COVID, quand ça a frappé la Californie, il a forcé ces gens à rentrer travailler. Il y a des gens qui sont morts de COVID à cause de ça. Je veux dire, il a provoqué des morts alors qu'il y avait des mandats qui disaient aux gens, non, on va tout mettre sur pause une couple de semaines. Puis ils disaient, non, moi, tu rentres travailler ou tu perds ta job. Fait qu'encore une fois, tu es dans un endroit où est-ce que tu peux pas être syndiqué, tu peux pas changer d'emploi, aller chez un compétiteur, puis je te dis, tu rentres ou tu perds ta job, tu n'as pas le choix. Parce que je rappelle que eux, là, c'est pas comme ici. Ici, je perds mon emploi, j'ai quand même accès dans on va mettre ça dans le contexte de pandémie. Moi, je tombe malade, je peux quand même aller à l'hôpital, je ne perdrai pas ma maison. Ouais. Aux États, tu ne travailles pas, tu n'es pas assuré. Tu t'en vas, tu pognes la COVID, tu te ramasses à l'hôpital, tu vas perdre ta maison. C'est la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est terrible. Mais tu comprends, lui, c'est un milliardaire. Fait qu'il n'y en a rien. Pour vrai, je dis pas que c'est quelqu'un. Je veux pas dire que c'est quelqu'un qui est nécessairement méchant, là. C'est pas ça, mais il faut comprendre que. Là où il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion complète parce qu'il ne sait pas que ça va peut-être tuer des gens. Lui, moi, je travaille toujours chez Tesla, je travaille 80 heures semaine. 30 secondes. 80 heures semaine où ce que tu prends des repas avec des actionnaires puis du monde, tu t'en vas jaser business, oui, mais tu n'es pas sur un plancher en train de faire de la soudure, puis en train de monter des batteries, puis en train d'assembler un char. C'est pas ça que tu fais, là. Tu t'en vas souper avec du monde, dîner avec du monde. Je dis pas que tu sais pas un effort intellectuel, mais tu sais, est-ce qu'on peut vraiment comparer? On va faire. Moi, je peux jaser de même 8 heures par jour, je vais être bien moins fatigué qu'aller travailler 5 heures à l'école. Ouais, je comprends. Puis pourtant, ça peut être un travail, jaser 8 heures par jour, mais c'est pas en termes de Puis t'es bon là-dedans, en plus. Oui, en plus, j'ai une grande gueule, je parle, c'est ça. Mais tu sais, tu comprends, ouais. C'est ça, là. Il y a un disconnect. Puis au niveau local, ici, tu as les Desmarais puis tu as PKP, que c'est la même affaire. T'sais, à un moment donné, ils sont tellement riches qu'ils ne réalisent pas ce qui se passe là, sur le terrain. Il n'y en a pas. Tu sais, je veux dire, ils coupent les bonus à ces gens parce qu'ils décident qu'ils n'ont pas fait assez d'argent. Il fait ça d'un côté, puis de l'autre côté, ça va faire un don de 40 millions. Là, tu fais, attends une minute, c'est quoi l'affaire? Tu donnes 40 millions, mais mon 1000$ de bonus, je ne l'ai pas parce que juste qu'on n'a pas été assez profitable. Tu sais, je prends un exemple, j'ai des amis qui travaillent pour Vidéotron, puis ça, c'est des faits qui sont arrivés. Là. Je veux dire, il y a des gens qui sont fait couper leur bonus. Parce que.
parce qu'il peut, tu sais. À quel point il a besoin d'argent, cet homme-là? Je veux dire, ça devient ça, la question. Quand est-ce qu'on va lui donner une petite carte? Bravo, t'as gagné au capitalisme, maintenant, t'as plus besoin de faire d'argent, puis on donne tout aux autres. Tu sais, c'est une vraie question, parce qu'à un moment donné, ça va donner quoi? Pendant que lui s'enrichit, les gens s'enrichissent pas en dessous. Tu sais, la fameuse cascade économique n'arrive jamais. Puis ce qu'on recherche dans tout le syndicalisme et tout ça, c'est justement juste un équilibre. On parle pas de... Je veux avoir le même pouvoir, mais de l'autre bord, c'est juste que ce soit raisonnable. Je reviens au 1% là, de la population qui a 80% des richesses. Là. On veut pas un 40-40. Là. On veut pas un 50-50 du partage des richesses. Dans un monde idéal, peut-être, mais on veut shaker l'arbre pour qu'il y ait une coupe de pommes de plus qui tombe pour notre monde. Là, Le droit du travail, c'est quelque chose d'assez complexe, mais imagine-toi, là, c'est tout ce qui va toucher à la gestion, les horaires, les salaires, tout ça, bon, c'est assez complexe. Mais là, imagine-toi une seconde que c'est une grosse tarte, OK? Tu as 90% de cette tarte-là là, qui est dans les mains de l'employeur. Tu as un petit 10%, c'est les normes du travail et les lois gouvernementales. En gros, là, c'est ça. Nous, avec le syndicat, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'au lieu de prendre juste un petit 10%, là, on essaie d'aller en chercher un petit peu plus, tu comprends? Moi, j'aimerais ça aller chercher un 25-30% qui sont dans les mains du travailleur pour qu'on ait un rapport de force. J'en reviens à ça. Le rapport de force, c'est nous contre les gros. C'est pas contre dépanneur Perrette qui a 2 employés. C'est pas là. Ah, tu te rappelles de ça? Ouais, c'est ça. Il y avait ça, ça arrive ça, les dépanneurs Perrette puis les belles cibles oranges, là, les dépanneurs Tremblay. Mais tu sais, c'est ça qu'on veut parce que les gens méritent. Tout le monde mérite d'avoir un train de vie décent puis une qualité de vie décente. Puis ça passe par des bonnes conditions de travail, ça passe par des salaires intéressants puis une répartition équitable de la richesse. Permets-moi de t'expliquer un peu l'influence des syndicats parce que nous, on représente beaucoup de gens au SEPB. C'est ça. Moi, je voulais qu'on parle du SEPB, genre de concrètement, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été quoi vos combats? Ça a été quoi vos... On représente beaucoup des milliers de personnes chez Desjardins. Okay. Caisse Desjardins. Et on représente des corps d'emploi qui sont syndiqués et il y a beaucoup d'autres corps d'emploi très, très similaires qui ne sont pas syndiqués. Or, Desjardins négocie avec nous et ensuite de ça, il donne la même chose aux employés non syndiqués. Fait que l'impact qu'on a comme syndicat chez Desjardins, c'est que même ceux qui ne sont pas syndiqués, qui sont anti-syndicaux, ils profitent de ce qu'on négocie pour les syndiqués. C'est une norme chez Desjardins de donner la même chose aux non-syndiqués qu'aux syndiqués. Mais si on n'était pas là, si on n'était dans aucune banque, dans aucune caisse, là, les conditions périclites. Vous aidez à établir un standard. Oui, absolument. Écoute, imagine-toi une seconde. Là, ici, tu as le droit de changer de banque. Là, mettons que tu travailles comme banque, tu peux t'en aller et aller travailler ailleurs, comme tu veux. Okay? Ça veut dire que toi, tu as la banque A, B ou C qui t'offre un salaire. Tu vas aller à celui pour la même job, tu vas aller à celui qui t'offre le meilleur salaire, tu sais. Ce qui va forcer les compétiteurs à monter leurs conditions aussi. Fait à cause que chez Desjardins, ils offrent des conditions décentes, ça l'oblige les autres à marcher les fesses serrées puis continuer d'offrir un salaire décent. Parce que sinon, ils vont perdre leur gens de qualité. Ouais. Ça devient ça aussi. Quand c'est pas le syndicat qui t'a négocié des bonnes conditions, c'est la crainte de voir rentrer un syndicat dans le business qui fait augmenter les ou juste de perdre ses employés pour l'endroit syndicat à côté qui a démarré. Il y a un bon documentaire sur Netflix, je pense que ça s'appelle American Factory. Puis c'est une compagnie chinoise qui s'est installée à Détroit, puis ils font des vitres d'auto. Puis il y a plein d'employés chinois qui sont venus de Chine pour travailler dans l'usine et il y a un règlement qu'ils sont obligés d'avoir un certain nombre d'employés américains. Ouais. Et là, c'est tout le combat de est-ce qu'on rentre un syndicat là-dedans, les conditions de travail, les habitudes. Les employés chinois sont comme habitués d'avoir des conditions qui sont super off, mais ils disent pas un mot. Alors que les Américains, ils se plaignent de plein de trucs. Puis là, c'est de voir le combat à l'intérieur de... les boss qui sont comme moi, mais on n'est pas assez rentable, puis c'est vraiment, vraiment un bordel, puis ils finissent par quasiment avoir un syndicat, puis ils réussissent à les convaincre de pas le faire, puis après ça plante. Là. Mais c'est vraiment un bon documentaire qui explique bien ce milieu. C'est une tactique commune. La peur est une tactique commune. Parce que pour te prouver que tu n'as pas à avoir peur d'une situation, il va falloir que ça, tu vas pouvoir en parler à ton conjoint, tu vas pouvoir te le dire. De toute façon, c'est ça. Quand tu as peur de quelque chose, travailler pour te montrer à ne pas avoir peur de la situation demande beaucoup plus de temps, d'énergie, d'intervention que de te faire peur. Ça c'est comme la fausse information. Pour te prouver que quelque chose est faux, ça me demande beaucoup plus d'efforts que
que de donner une fausse information. Avec l'employeur, il a souvent le beau jeu, surtout quand il s'en mêle, alors qu'il n'est pas ici au Québec, est-ce que je me trompe, il n'est pas supposé s'en mêler. Si je comprends bien. Ils le font quand même. Parles-tu de la banque Laurentienne? Laurentienne, on le sait, vous le savez. Fait que si vous entendez ça, on le sent en tabarouette. Il n'est pas supposé s'en mêler. C'est de l'affaire des travailleurs. C'est les travailleurs qui décident parce qu'au bout de la ligne, de toute façon... Juste pour être précis, Benoît, c'est qu'un employeur ne peut pas aller voir ses employés un à un et leur dire là, si tu acceptes de faire partie d'un syndicat, tu vas perdre ta job, puis on va être obligé de couper des postes, puis on va peut-être être obligé de fermer. L'employeur n'a pas le droit, selon le Code du travail, de faire ça auprès de ses employés. Mais Laurentienne font ça. Laurentienne l'ont fait. Oh. Ça, on pourra en parler si tu veux. Là, je ne sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans. On ne peut pas aller très loin. On les a c'est ça, disons. On ne peut pas aller très loin, mais ce sont des affiliés. Mais disons qu'on a des preuves qu'il y a des gens de la haute direction qui se sont permis de faire des interventions illégales. Et bon. Fait que, laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. Mais, moi, je ne suis pas syndiqué. Si j'ai une poursuite, je suis tout seul. Si tu as une poursuite pour ça, tu nous le diras, on va t'aider. C'est correct. On te donnera une carte de membre là, temporaire juste pour ça. Il n'y a pas de problème, on va t'aider. C'est ça, la solidarité. C'est ça, la solidarité. Mais tu sais, l'employeur, il n'est pas supposé faire ça. Ils le font parfois. Mais ils ne sont pas supposés. Ce qui donne finalement le libre choix à l'employé de faire sa décision. Parce que lorsque tu veux syndiquer un endroit, mettons, moi, ils me demandent, hey Benoît, tu vas aller à la shop, tu vas leur parler de notre syndicat, puis on essaie des syndiquer. On appelle ça du maraudage. Là. Si je ne me trompe pas, c'est le bon terme. Hein? Maraudage, pas juste pour les autres endroits syndiqués. Là, juste même, si tu veux juste... non, c'est pas du maraudage. Si tu veux syndiquer une boîte... Oui, c'est de l'organisation syndicale. Oui, c'est ça. Fait que là, je vais aller, moi, en tant qu'organisateur, mettons, tu veux un syndicat, tu m'as approché, je m'en viens vous voir, puis je vous explique c'est quoi mon syndicat. Fait que là, SAPB, par exemple, comme je dis, nous, c'est plus des employés de bureau. Fait que mettons qu'une boîte en com ou en pub. Tu sais, c'est des gens de bureau, ça rentre dans nos cordes. Fait que là, ils vont dire, Benoît, tu t'en vas là-bas, tu vas aller essayer tu vas aller regarder s'ils sont intéressés à un syndicat. Je vais te rencontrer toi, mettons que tu es mon contact. Tu me dis, hey, c'est pas super, on n'est pas capable des bonnes conditions, on est tanné, il y a un nouveau boss, il met le monde qui n'aime pas dehors, c'est très, très bizarre. Fait que là, je vais venir t'expliquer c'est quoi notre syndicat, je vais te parler. Puis, l'important là-dedans, c'est d'être toujours honnête, c'est de dire la vérité. Ça veut dire que, oui, il y a des frais associés, tout ne sera pas parfait. Mais ce que je vais te garantir, par exemple, c'est qu'une fois que c'est fait, on va vous protéger et on va vous aider. On va vous aider à vous structurer pour créer votre rapport de force vis-à-vis de ton employeur abusif. T'sais. C'est ça qu'on va faire. Fait que ça va être ça. Ça va venir des rencontres, parler aux gens puis faire signer des cartes de membres. Parce que la loi est claire, ça prend 50% plus 1 des gens qui veulent être syndiqués pour créer un syndicat. Okay. Supposons qu'on est 100 personnes, ça me prend 51 personnes. Ça ne me prend pas 60, 70, ça me prend 51 personnes. C'est la majorité absolue. Fait que je le prends. Une fois que j'ai ça, je vais aller déposer ces cartes-là, puis automatiquement, ton syndicat devient créé, il est légal, c'est fait. Tu crées un local syndical. Une fois que ça, c'est fait, on va avoir des élections, des assemblées générales, parce que je vous dis, c'est démocratique, là, c'est direct la démocratie. On fait une assemblée générale, les premières, c'est nous qui va les faire au bureau. Hein. On va avoir des gens parce que ton syndicat vient d'être créé, fait que tu n'as pas d'exécutif pour le faire. Oui, c'est ça. Là. Fait qu'on va venir vous aider à monter la structure. Fait que là, on va arriver, mettons, on a besoin d'un président, un trésorier, une personne aux communications, mettons, c'est ça qu'on a besoin. Il va y avoir des élections qui vont être faites. Les gens vont se présenter. Il peut y avoir ou non une campagne électorale, puis ensuite, en assemblée générale, on va voter, puis ces gens-là vont former l'exécutif, puis à la suite de ça, on va les former pour qu'ils soient capables de rouler leur patente, rouler leur boss, puis on va être là en appui, le bureau, le SAPB Québec, finalement, la centrale va être en appui, offrir des services pour venir appuyer le local pour qu'il soit capable d'agir et de faire ces choses. Puis on parle souvent, ceux qui sont contre les syndicats parlent souvent de la fameuse cotisation syndicale, parce que ça coûte de l'argent être syndiqué, en effet. Mais de façon générale, les gens syndiqués ont 20 % de plus que les non-syndiqués, tout emploi confondu. Okay. Ce qui fait en sorte que ça couvre largement la petite cotisation syndicale qu'on demande. Là. Selon, ça dépend du salaire, mais chez nous, c'est quoi? C'est 14, 15, 16 piastres à peu près par paye. Mais s'il n'était pas syndiqué, il y aurait 20 % de moins. Fait que ça couvre largement. C'est ça, c'est négligeable dans ce cas-ci. Puis il faut comprendre encore une fois pourquoi que tout le monde est syndiqué dans un endroit. Ça s'appelle la formule RAND. C'est parce que tout le monde profite de la négociation que je vais faire. T'sais. Dans le sens que, je prends l'exemple qu'on a fait, supposons que je suis élu président du nouveau syndicat formé, je m'en vais négocier avec l'employeur, puis j'obtiens 2 $ d'augmentation pour tout le monde. Tout le monde en profite. Syndiqué ou non, tu en profiterais. Donc, il est logique que tu sois pour le syndicat ou non, tu as eu l'augmentation.
Ouais. Fait que tu vas payer ta cotisation, comme tout le monde. Tu vas avoir droit au même droit que tout le monde. Hein? J'en reviens tantôt. Ça veut dire, même si tu décides que tu es un flambeau et tu te pognes le bain parce que tu es rendu syndiqué, je vais te protéger la même chose que l'autre. Puis tu vas l'avoir, ton 2 piastres de Tu plus. vas l'avoir, ton 2 piastres de plus. Ouais. Tu vas l'avoir, puis on va s'assurer que les échelons d'ancienneté soient respectés, puis que tu as le droit, que tu gagnes en ancienneté, puis que tu arrêtes quand tu commences à coûter trop cher de te faire mettre dehors. Tu sais. Oui, c'est ça, parce qu'il y a ça aussi. Là. Hein, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais vraiment aimé ça. Il m'avait dit quand tu es le numéro 1 d'une boîte, tu es proche avec le numéro 0. Ouais. Parce que quand tu es le numéro 1, tu peux plus monter. Fait que tu peux devenir une menace pour l'employeur ou on va dire le cadre qui est en haut de toi, puis là, Je parlais à une prof dernièrement, puis on ne représente pas de professeur chez nous, là, OK. mais c'est une prof qui est syndiquée ailleurs. Puis elle me disait que son employeur lui a dit ouvertement, face à face, qu'il souhaitait qu'elle parte à la retraite parce qu'avec son salaire, il pourrait se payer 2 profs. Wow. Fait que si elle n'était pas syndiquée, il l'aurait fait. Mais elle est protégée par son syndicat, fait qu'elle peut encore travailler ces 3 ans qui lui restent avant de prendre une retraite bien méritée. Mais comme quoi que... Avec un salaire qu'elle a mérité aussi. Qu'elle a mérité aussi. Ça fait 30 ans qu'elle est là. Fait qu'elle a une espèce d'expérience qui vaut de l'or, mais qui n'est pas reconnue. Tu sais, ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Ses élèves l'adorent. Fait que pourquoi est-ce qu'elle perdrait sa job parce qu'elle commence à avoir un salaire qui est décent? C'est totalement inhumain, tu sais, de faire ça, mais le boss, il a dit clairement, face à face, yeux dans les yeux. Mais elle est allée voir son syndicat tout de suite, puis elle est protégée, puis elle va faire ses 3 ans. Ça n'empêche pas, remarque, le patron de l'écœurer, puis d'envoyer des petites pointes ici et là. Ouais, mais ça, là, je mets des recours à harcèlement. Oui, tout est ça, exact. Ça, c'est des lois, là. C'est, tu sais, je veux dire, on rentre là, dans le code civil, dans le code criminel, là. C'est un autre braquette. Mais le syndicat est là pour... On peut faire des griefs pour ça. On va faire des griefs, puis tu sais, la représentation face à un employeur gros comme le nôtre, tu sais, comme moi, c'est une commission scolaire. Il faut comprendre que me défendre tout seul face à eux, c'est presque impossible. Ils ont des ressources que j'ai pas. Le syndicat va venir faire ça. Tu sais, quand on parle de défense des droits, je n'aimerais pas personne, mais nous, on a eu des cas de gens qui se retrouvent en burn-out, en dépression, et que l'employeur conteste. Il dit que c'est pas rapport à l'emploi. Mais cette personne-là, encore une fois, elle peut pas se défendre seule. Tu sais, je peux pas payer... En plus, elle est en dépression. En plus, elle est en dépression. Fait que là, à ce moment-là, le syndicat va venir payer les avocats, puis les contre-expertises, puis les expertises nécessaires pour défendre cette personne-là. Puis les expertises, ça coûte une fortune. Là. C'est pas une somme de 2-3 000. Des fois, c'est 10, 15, 20, 30 000, 40 000 qu'on peut investir pour défendre l'emploi d'une personne. Le syndicat pourrait pas le faire, c'est les cotisations. Ouais. C'est à ça que ça sert, ultimement. Puis avec le temps, ce qui est positif quand on gagne ces causes-là, c'est que ça crée une jurisprudence, donc ça crée un précédent, ce qui fait qu'à la longue, on gagne des petits pas par petits pas, on gagne des petits droits, puis des petits... Puis ça finit par payer pour tout le monde, parce que si on a gagné, il y a des cas de similitude. Il y a un harcèlement psychologique qui s'est retrouvé devant la cour, puis quelqu'un vit une situation similaire, bien là, on n'a pas besoin nécessairement d'aller à la cour. On peut dire, regarde, on y était la dernière fois. On a gagné. On a gagné. Fait qu'on l'a déjà, là. Je veux dire, c'est la même affaire. Fait que, tu sais... Le syndicat, c'est une assurance que tu te payes. Tu sais, ça t'écœure payer ton assurance maison, mais quand le feu pogne, tu es content d'avoir payé. Tu sais. Ben, c'est une belle analogie. C'est un peu ça, les syndicats. Tu te payes une assurance, d'avoir une certaine sécurité d'emploi, des conditions de travail qui ont été négociées. Ça écœure peut-être, mais quand tu en as besoin, tu es content d'avoir payé tes cotisations. Tu sais, c'est une affaire de passion aussi, là, dans le sens qu'on est des militants à la base. T'sais. Le syndicat, c'est toujours aussi fort que ses militants. Quand je parle de rapport de force, c'est qu'il faut être ensemble pour se battre pour ce dont on a besoin. C'est des conditions de travail, oui, mais ça dépasse ça. La condition féminine, par exemple, je ramène à ça, puis je refais la joke, on est juste donné 3 secondes à parler de ça, mais la condition féminine, là, c'est une lutte. C'est une lutte qui est au cœur de nos revendications, nous, dans notre syndicat, parce que Colin, c'est majoritairement des femmes qui sont nos membres. Fait qu'on se bat pour elles. C'est sûr, je me bats aussi pour moi parce que ça me touche, mais je veux dire, à chaque fois qu'on va faire un pas, les femmes, c'est majoritairement des femmes qui en bénéficient, là. C'est un fait, tu sais, soit les congés parentaux, que ce soit les salaires, que ce soit, tu sais, c'est ça, puis c'est ça qu'on oublie. On oublie que le syndicat est une force de progression dans la société qui peut être utilisée, qui bénéficie tout le monde. Ouais, parce que tu plantes une graine là, mais ça finit par faire des petits un petit peu partout, puis ça devient le standard. Qu'on prend pour acquis, mais qu'on réalise pas la bataille qui a dû être livrée il y a X temps d'années pour avoir ça. Est-ce que c'est parfait? Non. Non. Mais il y a plus de positifs que de négatifs dans le syndicalisme, puis on pousse selon moi, dans la bonne direction pour que
collectivement, on soit plus en santé financièrement puis mentalement aussi. Tu sais, puis on a parlé tantôt, tu l'as mentionné, tu as parlé de politique. On n'a pas le choix d'aller dans le politique parce que c'est là que les décisions se prennent. Ouais. Tu sais, le capital avec un grand C, il y en a des lobbyistes, hein? Ben bon. Fait que s'il y a quelqu'un qui va y pisser dans l'oreille d'un bar, ça prend quelqu'un qui pisse dans l'oreille de l'autre bar. Tu as tout à fait compris. T'as pas le choix. Regarde, je vais donner un exemple vraiment concret. Là. Nous, une réalité qu'on a, nos gens sont très précaires au niveau scolaire. Les gens du personnel de soutien là, sont vraiment précaires en service de garde particulièrement. 80% de nos membres ont soit des statuts temporaires ou des emplois à temps partiel, mais ils doivent être disponibles à temps plein. OK? C'est des horaires coupés, fait que tu peux avoir besoin d'être disponible de 6 h le matin jusqu'à 6 h le soir, puis dans ta journée, tu vas faire 4 heures. OK? Ouais. Ça, c'est une réalité. Mais à travers ça, la loi nous oblige à un moment donné à mettre comme un coup près où est-ce qu'à partir d'un certain nombre d'heures, tu es obligé de payer les assurances. Tu es obligé. Okay. C'est 15 heures. Tu as 15 heures semaine, tu as beau faire 25$ de l'heure ou 26 et quelques de l'heure, à 15 heures semaine, c'est pas grand-chose. Mais là, je t'enlève un montant significatif parce que les assurances, c'est cher en temps par slack. Fait que là, je t'enlève un montant significatif, OK, pour tes assurances médicaments. Ça fait super mal, ça maintient nos gens dans la pauvreté. L'employeur pourrait décider, hey, tu sais quoi, tu es un employé de l'État, le système de santé québécois, il est à nous autres. Fait que vous autres, tu sais quoi, on va tous vous les payer. Il pourrait faire ça, mais il le fait pas. Hein, je le rappelle, c'est un choix. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Fait que nous, on est obligé de payer des représentations puis de mettre des sommes pour aller faire une pression pour un dossier qui nous touche puis qui touche tout le monde ultimement, un système d'assurance médicaments universel. Pas comme celui qu'on a en ce moment au Québec où ce que tu payes, ça te couvre 30%. Je te parle vraiment de quelque chose d'universel que tout le monde aurait droit à, là, comme notre système de santé finalement. On a été faire ce lobbyisme-là à Ottawa. C'est le syndicat qui l'a fait, c'est pas Benoît Lafortune qui est parti, c'est les gens de l'exécutif, là, de mon exécutif au 578 qui l'ont fait. Sont partis aller rencontrer des députés. Autant dans le temps, c'était le NPD, les conservateurs puis les libéraux. Bon, ils ont été rencontrés eux, tu sais. Fait que ce lobbyisme-là, il est nécessaire. Fait que ça devient très politique, malgré nous. Parce que mon objectif, c'est pas de faire de la politique directement. C'est juste que je dois le faire, j'ai pas le choix, tu sais. Faut que ce soit fait. Fait qu'en allant parler aux gens des partis politiques, ça crée des entrées, puis ça plante des graines. T'sais, depuis ce temps-là, il y a des partis politiques qui ont pris des engagements de regarder ça. Les libéraux, entre autres, le NPD aussi l'a fait au fédéral. Et je suis pas mal certain, j'ai pas lu leur proposition, mais je suis pas mal certain que le Bloc québécois ne serait pas opposé à ça non plus. Les seuls qui vont dire vraiment non, parce qu'ils sont plus à droite, c'est les conservateurs. Eux, c'est une approche très utilisateur-payeur qui va pénaliser qui? Les plus pauvres. Ouais. Quand je dis pénaliser, il faut comprendre que si tu as besoin d'acheter une pompe d'aspe qui coûte 65$, puis tu fais, je sais pas, moins 500$ par mois, ça te fait pas mal plus mal qu'à PKP, qui fait, je sais pas trop combien de millions par mois. Lui, le 60$, il s'en fout. Mais toi, quand tu as de la misère à payer ton loyer, le 60$ fait une différence. T'sais. Ouais. C'est que c'est là-dessus que ça joue. T'sais. C'est toujours bâcher sur le plus pauvre. Ça, c'est une expression que tu vas employer, mais ça, c'est un exemple concret. OK. Puis en terminant, parce que là, le temps file vite, puis c'était vraiment super, méga, giga intéressant. Merci full. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas dit qui serait important de mentionner, que je veux pas l'échapper? On a parlé des grèves. On est super sympathiques. Oui, ça. Oui, c'est ça. Même qu'est-ce qu'on avait parlé qu'il faudrait... on a parlé de ramener un équilibre, rapport de force... Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a fait une négociation, de ça. Il n'y a pas un élément important. En fait, c'est la seule affaire que moi, j'aimerais rajouter. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Le syndicat, c'est une démocratie directe qui appartient aux membres. Okay. Tu sais, faut pas trop se fier à ce qu'on entend à la radio puis aux journaux sur l'image générale des syndicats. Puis je vais faire quelque chose qui m'a fait très rire tantôt parce que j'en parlais à ma blonde. Puis, tu sais, peu importe t'es de quel bord du spectre, gauche ou droite, t'as toujours l'impression que les médias te tapent dessus. Fait qu'à quelque part, ils sont pas mal dans le milieu, là, tu sais. Faut en être conscient aussi. Mais si vous avez des questions, là, la meilleure affaire que je peux pour le syndicat, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est prenez le téléphone puis appelez à la centrale. Même si tu es un non-syndiqué, si tu veux des renseignements, je te promets que quelqu'un va t'appeler, va prendre la peine de jaser. Parce que moi, j'aime mieux prendre une demi-heure qu'un inconnu pour expliquer c'est quoi le syndicat, pour qu'après ça, il soit capable, quand il va entendre quelqu'un me bâcher à la radio ou à la TV, dire « Ah, c'est pas ça. » Ouais. J'aime mieux faire ça qu'il s'en aille fâché. Puis, ah oui, le syndicat a décidé ça. Contacte-nous. On va te répondre. Fais tes recherches. Fais tes recherches, mais pas avec Alexis Cossette. Va aux sources, appelle-nous. Puis même pour vrai, je te dis ça sincèrement, c'est un mouvement social de gauche qui appartient aux membres.
S'il y a des membres qui nous regardent, il va y avoir des membres qui nous écoutent. Puis si tu es membre d'un syndicat, puis tu n'es pas content de la façon que ça fonctionne à ton syndicat, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est implique-toi. C'est la meilleure chose parce que si tu t'impliques, tu vas pouvoir voir comment ça marche, tu es capable de parler puis de faire changer les choses à l'interne. Tu sais, il y a des frustrations, là. Hein? Moi, j'ai des frustrations fréquemment parce que je voudrais que ça aille plus vite que ça va. Mais, tu sais, impliquez-vous, soyez là. Puis plus vous allez être présent, plus votre syndicat va être actif, puis plus vous êtes capable de faire les changements que vous voulez faire. On est là pour les bonnes raisons. Ouais. Vraiment, là, on est des vrais gentils. Non, mais sérieusement, c'est ce que je sens de toute façon. On n'est pas là pour notre bien individuel. On est là pour les bonnes raisons. On est là pour tirer le monde vers le haut. OK. Fait que si les gens prennent la peine de vous jaser, de s'y intéresser, ils vont réaliser ça, puis ils se laisseront pas influencer comme moi par les nouvelles. C'est en plein ça. Puis, tu sais, tu vas remarquer, je te l'ai dit tantôt, tu vas remarquer, là, nous, on s'en va en période de négo parce que notre convention a duré 3 ans. Elle finit déjà, tu comprends? Ça a pris 1 an et demi, fait de la négociation, on la signe, puis 1 an et demi après, elle finit. Elle est déjà finie. Fait qu'on s'en retourne là-dedans. Puis déjà, c'est pas parce qu'on veut y aller, mais on s'attend, on est tout juste préparé à dire on va devoir aller en grève. Parce qu'on sait très bien que l'employeur ne voudra pas nous donner ce qu'on a de besoin. Ouais. Ça ne nous tente pas, mais il va falloir le faire. Ben, bonne chance avec ça. Merci beaucoup. Hey, merci de l'invitation, PB. C'est vraiment gentil. Hey, c'était vraiment nice. J'ai adoré cet épisode-là. C'est un univers qui m'était totalement inconnu. Fait que je suis vraiment content. C'est excitant d'être dans le studio, honnêtement. Là, moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience, c'est un studio que je connais. Là, tantôt, on est arrivé puis il y avait un truc de couple vert. Fait que c'est vraiment cool. Là, je comprends où est-ce qu'ils filment. Je voulais faire ça beau. Puis, ouais, c'est ça. Clean. Donner des bonnes conditions de travail. C'est partage de richesse ici. Là. Ouais, ben c'est ça que je me disais. Là. Je trouve que c'est important. Merci beaucoup. Ça manque pas, t'es humoriste. Ouais, moi, je suis mon propre employé, mon propre patron. Fait que des fois, je me chicane avec moi-même. Tu veux-tu qu'on te syndique, mais contre toi-même, ça serait nice? Ouais, ce serait le bordel un peu. Je fais beaucoup de longues heures, puis des fois, je suis d'accord, des fois, je suis pas d'accord. Il n'y a rien qui est clair là-dedans, puis je suis tout seul sur le coin de ma rue avec ma pancarte. Ça serait écœurant, là. Tu fais une auto, je pense, c'est un auto-syndicat. Ouais, c'est ça. Mais avec toi-même, une pancarte qui te fait des revendications contre toi-même. Dans plus! C'est tout au blast, c'est pancarte. Exact. Fuck boy! Le droit au sommeil, le droit à la déconnexion. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous autres.